Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hémisphère, le carrefour des exploratrices et explorateurs de l'imaginaire qui vous revient en ce mois de mai pour un épisode peut-être un peu moins ensoleillé que le précédent, mais peut-être sans doute plus solaire comme on vous l'avait promis, puisqu'on va vous parler de Suzume de Makoto Shinkai, le dernier long métrage de Makoto Shinkai. Alors Makoto Shinkai, le nouveau Miyazaki, voilà Direct. Direct, oui, comme ça c'est fait, voilà, vous avez coché votre bingo, c'est bon. Bon, évidemment, félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont trouvé l'indice absolument imbitable tiré de mon cerveau malade. Il est très drôle, J'ai bien aimé. Et vu que tu as bien aimé l'indice, je te laisse la parole. Bius, comment ça va ? Écoute, mon cher Karel, ça va super bien. Je me prépare tranquillement pour la reprise de Jour de Play qui aura lieu donc le 24 mai 2023, donc c'est-à-dire dans 10 jours à compter de la date où on enregistre. Et le Stunfest qui arrive aussi bientôt, donc là le programme est chargé avec l'enregistrement ce matin. Je suis bien content de pouvoir parler de Suzume pour ensuite pouvoir me consacrer à d'autres tâches, n'est-ce pas ? Donc aujourd'hui c'est un peu le kiff avant le marathon. En tout cas, ravi de te retrouver ce matin pour enregistrer un épisode sur ce film. Non mais avoue, t'as juste envie de te débarrasser de cet épisode pour aller jouer à Zelda, hein, comme tout le monde. Alors justement, oui, mais je ne le dirai pas de cette manière-là parce que en fait je joue pas à Zelda. La petite astuce que j'ai trouvée, c'est de justement partager la découverte de Zelda avec ma compagne, ce qui permet du coup de ne pas investir des heures et des heures d'affilée et de se garder comme ça un moment dans la journée, on va dire un peu circonscrit. C'est ma parade à l'addiction que Tears of the Kingdom aurait probablement créé chez moi si je m'étais lancé dedans tout seul. Donc voilà, étant donné qu'il y a d'autres impératifs dans la vie depuis quelques temps maintenant, il faut toujours trouver des parades. Voilà. Team parade, c'est bien. Team parade. Team parade et non pas team esquive. Pour ma part, toujours j'esquive un peu la pression du CAPES entre le mois d'avril et le mois de mai. Les résultats d'admissibilité, c'est demain, le jour où on enregistre le 14 mai. Donc autant dire que je suis à grosses gouttes. Je touche du bois. D'une chaise, je touche du bois, de ma chaise. Je touche de ta chaise, bien habile. De chaise, on va parler sans plus attendre, si ça te dit. Let's go, Suzume, c'est parti. Suzume, c'est parti. Suzume de Makoto Shinkai. Avant de parler du film, je te propose qu'on parle un petit peu de son réalisateur, Makoto Shinkai. C'est un personnage que les fans assidus de Japanime ont pris grand plaisir à suivre depuis le début des années 2000, mais qu'en est-il pour toi ? Écoute, je vais pas faire dans l'originalité, hein, si tu me le permets. Moi, je l'ai découvert comme 95% de la population en 2016 au cinéma. Donc avec Kimi no Na wa, le titre original, c'est donc Your Name pour le titre international, qui a eu un succès assez maboule, qui est devenu assez rapidement l'un des films d'animation japonaises les plus vus au monde. Derrière, je crois encore Le Voyage de Chihiro. Bon, ça se tire la bourre, j'ai pas forcément les chiffres au jour où on enregistre, mais en tout cas, c'est un succès absolument magistral pour Shinkai, qui était d'ailleurs assez inattendu, hein, comme il l'a plusieurs fois confessé en interview. C'est loin d'être son film préféré, et il le trouve d'ailleurs assez imparfait, qu'à cela ne tienne. Le public, lui, l'a beaucoup apprécié. Moi, je l'avais aussi beaucoup apprécié à l'époque. Je dirais pas que ça m'avait subjugué, mais j'avais été assez touché. Et en fait, j'avais apprécié la simplicité, je trouve, l'espèce d'universalité qu'il avait réussi à toucher avec ses thèmes. Donc évidemment, j'ai suivi le mouvement en découvrant en 2019 les Enfants du Temps, localisation un peu moyenne de Tenkinoko, donc les enfants du ciel, littéralement, les enfants de la météo, quoi, qui jouent du coup sur le double sens en français, qui moi je trouve ça un peu bizarre, mais bon, qui m'avait un peu déçu à l'époque au cinéma, mais que j'ai revu il y a 2 jours pour cet épisode et qui m'a laissé une impression tout autre. J'ai beaucoup plus apprécié le second visionnage, comme quoi ne jamais rester sur une impression mitigée, toujours essayer d'affiner son regard. J'ai du coup découvert pour ce numéro la filmographie du bonhomme, donc en revenant vraiment aux sources. Je sais pas si tu les as tous vus, mais moi je me les suis tous farcis pour le numéro, hein.
depuis les courts-métrages Kanojo to Kanojo no Neko, donc le truc de 10 minutes en noir et blanc sur YouTube, qu'il a fait absolument tout seul. Ouais, bah ça c'est un monsieur qui est à la fois un autodidacte, un grand solitaire, mais du coup aussi un énorme couteau suisse. C'est qu'il a commencé, il faut bien préciser ça, c'est qu'il a commencé quasiment tout seul en fait à tout faire sur ses courts-métrages. Encore aujourd'hui, il délègue beaucoup aujourd'hui, parce que vu l'ampleur de ses projets, mais c'est quelqu'un qui quand même garde une vision extrêmement précise de ce qu'il attend à chaque niveau, à chaque stade de la réalisation d'un projet. Et ça, il peut se le permettre parce qu'il a justement, il sait ce que c'est que de réaliser quelque chose tout seul. Alors moi, contrairement à toi, je l'ai découvert avec 5 cm par seconde, pardon. Ouais, qui est vraiment très très bien, je trouve. Ouais, donc forcément, je suis pas très objectif parce que pour moi, c'est un peu la vraie matrice de son cinéma, si je puis me permettre. C'est plus 5 cm, mais c'est parce que je l'ai découvert avec ça aussi, donc voilà, ça biaise un peu le truc. Et après, évidemment, je l'ai redécouvert avec Your Name, et puis après, voilà, pour les besoins d'une certaine émission que j'animais tous les dimanches à l'époque, voilà, on avait fait un numéro sur Shinkai, là j'ai tout regardé, et voilà, Garden of Words, pour moi, ça reste son chef-d'œuvre. Mais ouais, non, j'avoue, le seul truc auquel j'ai pas touché de sa filmographie, c'est F, A Fairy Tale of the Two, parce que ce sont des érogués avec des... Voilà, bref, je joue pas à ça. Mais quand même, voilà, il a aussi un panel assez large parce qu'il a réalisé des cinématiques d'introduction pour des jeux vidéo aussi. Tout à fait, ouais. Il vient d'ailleurs, voilà. Tout départ dans sa carrière de professionnel du studio japonais Falcon, si je me trompe Falcom, Falcom, tout à fait. pardon. Falcom qu'on connaît pour les séries Is, notamment. Legend of Heroes et depuis quelques années Legends of Cold Steel, etc. Je crois que c'est eux. Trails of Cold Steel, Trails etc. of Cold Steel, exactement. ouais. Voilà, donc c'est un studio qui, mine de rien, aujourd'hui a gagné une certaine notoriété grâce au grand rattrapage des seconds couteaux du RPG japonais permis par toutes les localisations de Deep Silver. On remercie Deep Silver PlayOn maintenant, parce que tout a été fusionné. Mais on s'égare un petit peu. Mais voilà, donc c'est un personnage qui a fait son chemin, qui est un petit peu difficile à cerner au début, parce que voilà, il était... en solitaire, puis s'est très vite rattaché à un studio qui s'appelle Comics Wave, dans le cadre de la production de son long métrage La Tour au-delà des nuages. Son premier film long métrage en tout cas. Son premier vrai long métrage, exactement. Et c'est à partir de là qu'il va, alterner entre des métrages qui soient courts, qui soient moyens, qui soient longs. Mais aussi avec beaucoup de pubs, notamment pour McDonald's. Voilà, ce dont on trouve également des traces dans son cinéma. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour le portrait du bonhomme. Et après, pour tout ce qui est thématique, c'est un personnage qui s'intéresse énormément à la rupture, à la distance, au lien. Peut-être que 5 cm par seconde, une fois encore, parle de ça, mais c'est intéressant que tu l'aies découvert avec Your Name, parce que toi, tu l'as découvert avec tout l'élan optimiste de la réparation du lien et de la réconciliation, ce qui n'était pas du tout le cas avant dans son cinéma, où c'était quelque chose de beaucoup plus amer et de beaucoup plus mélancolique sur la question plutôt de la rupture, en fait. Ouais, c'est c'est vraiment les deux faces de la même pièce, puisque du coup, en découvrant les origines vraiment du bonhomme, donc, pour moi, je trouve que ces véritables origines thématiques sont pas à mettre sur ces cinématiques de jeux vidéo, évidemment, puisqu'on parle vraiment de commande. C'est son premier court-métrage qui s'appelle donc Voices of a Distant Star, en version anglaise, le titre international, qui était d'ailleurs dans le Blu-ray de 5 cm par seconde. Donc ça, c'était cool, j'ai pu voir les deux en même temps. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment il a travaillé une même matière pendant toute la première moitié de sa carrière, on va dire jusque Your Name en fait, tout simplement. Même Garden of Words, qui est pas vraiment sur la séparation, mais qui est sur la distance aussi, entre un type plus jeune, une femme qui se retrouve comme ça dans un kiosque. J'avais beaucoup aimé le film, je sais que c'est ton préféré. Macron Origins, quoi. Macron Origins. Ah ouais, d'accord. Désolé. Il l'a osé. Non, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais simplement que la nature même de la durée du film, qui est donc, je crois, un peu moins d'1 heure. 40 minutes. Ouais, voilà, 40 minutes.
je trouvais qu'il aurait fallu développer un peu plus. En fait, ça appelait comment dire, un développement plus long, je trouvais, dans le parcours des personnages. C'était relativement discret, donc on n'avait pas trop d'infos, mais le film est quand même très réussi. Je trouve que là-dessus, 5 centimètres enfin, j'ai trouvé plus émouvant, notamment par ce travail sur les trois... En fait, il y a 3 chapitres dans le film qui sont vraiment 3 étapes de la vie de quelqu'un. Mhm. La première relation originelle dans l'enfance, ensuite la séparation où il continue à penser à elle, mais où il rencontre quelqu'un d'autre, et donc il y a une espèce de décalage entre les deux sur leur rapport personnel. Et la troisième histoire où en fait c'est une espèce de justement prémisse de ce qui va développer ensuite dans Your Name, c'est-à-dire l'acceptation en fait. L'acceptation soit de la séparation ou l'acceptation d'un amour qui doit forcément se conclure. Donc j'ai trouvé ça vraiment... comme tu le disais un peu aussi à juste titre, c'est la matrice pour le coup 5 centimètres, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hormis peut-être le fantastique, qui est pour moi plus, dans son cinéma, qui est plus une espèce de surcouche, euh, bon, je n'irai pas jusqu'à dire superficielle, mais qui est pas vraiment centrale en termes de thématique. Jusqu'à peut-être Suzume, qui est donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, et dont on va parler maintenant. Donc le film se veut d'emblée une rupture avec les 2 précédents. Donc l'idée, c'est justement de ne pas traiter d'une histoire d'amour, mais de véritablement traiter de un traumatisme collectif, qui est donc celui du traumatisme, du séisme de 2011 au Japon, donc le fameux séisme qui a entraîné le tsunami et la catastrophe de Fukushima, voilà, qui a presque eu pour conséquence 20 000 morts, je crois, ou 20 000 disparus. Donc vraiment quelque chose de très marquant dans l'esprit des Japonais et même du monde entier. Et d'emblée, Shinkai voulait s'attaquer à ce truc-là. C'est intéressant puisque déjà, par rapport à ces 2 films précédents, il attaque de front cette thématique de la catastrophe, là où dans Your Name et dans Tenkinoko, il l'aborde de façon un peu détournée, avec l'histoire d'amour qui est quand même centrale, et cette question-là qui est un peu plus métaphorisée dans une pluie torrentielle permanente dans Tenkinoko, ou dans la météorite pour le cas de Your Name. Là, l'idée, c'est vraiment le séisme de façon frontale, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup, du film ? Alors, bah, déjà, pour moi, Suzume, c'est comment dire? C'est un film sur lequel j'ai pas mal de réserves, pour être tout à fait honnête. J'ai du mal à partager. Enfin, je comprends l'enthousiasme qu'il suscite, mais moi, j'avais déjà eu quelques réserves sur Your Name, sur le côté très emphatique que Shinkai ajoute à ses productions depuis justement Your Name. Alors sur Suzume, il n'a pas fait de clip au milieu du film, Dieu merci, parce que moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Pourtant, il maîtrise Euh, bien ce truc-là, je trouve. ouais, il maîtrise bien, Il ouais, maîtrise, mais disons que bah, s'il fallait faire un remake de Rocky 4, il serait tout désigné, c'est parfait, c'est lui qu'il faut prendre, tu Ah vois. ouais, carrément. Mais pour le coup, non, non, voilà, je comprends l'enthousiasme que ça suscite. Après, moi, ça m'a moins touché émotionnellement, justement parce que voilà, c'est très boursouflé, il y a énormément d'éléments. Il y a des choses qui sont pas du tout expliquées et sur lesquelles on va revenir et qui du coup en fait pour moi l'émotion est venue de la compréhension du réseau métaphorique du film a posteriori, où du coup j'ai beaucoup plus compris de quoi il était, enfin voilà, quels étaient les éléments qui se répondaient, etc. Mais sur le moment j'ai eu l'impression un peu qu'on me traînait la patte vers l'émotion recherchée, vers l'effet qu'on voulait provoquer sur moi. Et c'était un souci que j'avais déjà, c'est pas spécifique à Suzume, mais c'est un souci que j'avais déjà avec Belle de Mamoru Soda. Ce Ouais. côté très hey, tu vois, c'est le moment, il faut que tu sois ému à ce moment-là, c'est très important pour moi réalisateur, voilà. Et bah, du coup je me sentais moins Libre de moins tes émotions, libre voilà, de ton moins libre, ressenti. du coup c'est ça, paradoxalement moins libre de ce que je pouvais ressentir. Et là où justement une histoire comme ça qui parle de la conjonction entre le cosmique, l'infiniment grand, et l'intimité d'une personne on pourrait dire infiniment petit, justement t'as plein d'échelles où le spectateur peut par lui-même trouver sa place.
Et je trouve ça dommage qu'ils fassent pas confiance aux spectateurs là-dessus, en fait. Ouais, je Mais comprends sinon, totalement. voilà. Mais donc là-dessus, j'ai pas lâché prise devant le film, malheureusement. Enfin voilà, c'est plus l'impression d'être à une teuf à laquelle je suis pas invité, quoi. C'est D'accord. un peu ce délire-là, tu vois. Mais sinon, non, bah, la maîtrise technique est toujours là. Esthétiquement, c'est une vraie claque, c'est un vrai plaisir. Le film est un petit peu trop long pour moi, je trouve. 2h20, Mm. c'était peut-être pas Ouais, nécessaire. ouais, c'est probablement un peu long, ouais. Mais surtout que le film a des problèmes de rythme, en fait, je trouve, dans sa construction. Bon, moi, globalement, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai vu, du coup, en février, donc ça fait déjà 3 mois. J'ai eu le temps de le digérer. Je l'avais vu à l'avant-première, du coup, en présence de Shinkai. C'était assez intéressant de pouvoir poser des questions et tout après. Même si, bon, les questions des gens n'étaient pas toujours très pertinentes. Mais ça, c'est un autre problème. Non, globalement, j'avais apprécié le film sur le moment. J'ai eu le temps de bien y réfléchir, de bien le digérer depuis. Et c'est vrai qu'en revoyant Les Enfants du Temps et sa filmographie entre deux, je trouve que techniquement parlant, ouais, c'est... Les Enfants du Temps étaient déjà assez ouf, hein. Franchement, je sais pas si Suzume est plus... Alors, il est peut-être plus varié en termes d'environnement, mais en termes de maîtrise technique, Les Enfants du Temps est assez impressionnant sur certains aspects, notamment l'animation de l'eau, qui est au cœur du Hmm. film. Donc après, bon, ça c'est des débats de techniciens, entre guillemets, mais artistiquement, il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose de très photographique dans ces environnements, et en même temps de très vivant, puisque le fait d'accumuler un grand nombre de détails, ça en gros, pour moi, c'est apparu avec 5 centimètres. Déjà 5 centimètres par seconde, il est assez remarquablement détaillé pour un film fait avec une petite équipe. C'est bluffant. Même son court-métrage, en vrai, il ajoute des détails alors qu'il est tout seul pour le faire. Il y a des trucs assez ouf. Il utilise beaucoup la 3D aussi, il faut quand même le reconnaître. C'est pas de l'animation Ouais. 100% traditionnelle, contrairement à d'autres réalisateurs qui se tiennent vraiment à cette espèce d'ascèse et de tradition absolue. Shinkai est vraiment pas du tout là-dedans. Il est au contraire dans l'utilisation, parfois peut-être un petit peu trop importante, je trouve, de la 3D, même si c'est mieux maîtrisé dans Suzume. Par exemple, la chaise est quasiment intégralement en 3D, animée en 3D. Donc voilà, il y a une utilisation de la technologie totalement assumée de sa part, mais qui, je trouve, reste relativement maîtrisée. On n'est pas sur de l'animation 100% 3D non plus. En termes de look, on a quand même quelque chose de marqué Hmm. artistiquement. On n'est pas sur le nouveau Pixar qui ressemble à l'ancien Pixar, qui ressemble à même celui d'avant. Là, chaque film a quand même son identité, même si on retrouve quand même la patte du réal. Alors pour Suzume, le film commence tout simplement sur l'île de Kyushu, donc qui est tout au sud, l'île la plus au sud du Japon, en tout cas la principale île la plus au sud. Suzume, donc le personnage qui donne son nom au film, Suzume no Tojimari en version originale. Je crois que ça veut dire la fermeture de porte par Suzume, un truc comme ça. Donc le titre international, c'est juste le nom du perso. C'est une lycéenne qui a 17 ans et qui va rencontrer un homme sur le chemin du lycée qui lui demande des renseignements sur des ruines qui se trouveraient dans cette région. Elle va être intriguée par ce belâtre, ce jeune homme à la belle chevelure et au visage aquilin, n'est-ce pas? C'est Mars de Fire Emblem. Un peu, ouais. Qui a un peu grandi, mais totalement. Ouais. Donc elle va le suivre, donc, et à un moment donné, ils vont tomber sur des ruines, effectivement, dans cette région, comme on en trouve beaucoup au Japon depuis un certain nombre d'années. Et dans ces ruines, il y a une porte au milieu, une porte qui trône comme ça, au milieu d'une espèce de petite flaque d'eau. Elle va être intriguée, elle va tourner la poignée, et finalement, on va découvrir un passage vers une autre forme de réalité, un autre plan de réalité. Et en fait, en ouvrant la porte, le seau qui maintenait cette porte fermée, qui est donc un kami du nom de Daijin, un petit chat qui était sous la forme d'une statue mais qui va prendre forme et s'animer, va s'échapper. Et d'autres portes du coup du même Akabi, on apprend à ce moment-là que ça risque d'en ouvrir tout un tas à divers endroits du Japon. Le problème, c'est que ces portes renferment des entités mythiques à l'apparence de vers géants. Et si la serrure cède, en fait, le ver, qui est donc un être dénué de conscience, hein, l'idée c'est pas de le personnifier, c'est vraiment l'incarnation d'un phénomène naturel, le séisme, et en s'échappant de la porte, le ver créera donc un séisme dans chaque région. Donc le type que Suzume avait rencontré lui explique alors qu'il est le descendant d'une famille de verrouilleurs, donc une famille chargée de maintenir les portes fermées pour éviter la survenue de catastrophes.
transformé en chaise par le petit chat Kami, qui s'appelle donc Daijin. L'être divin, donc on avait vu tout à l'heure, Sota, le verrouilleur, n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à Suzume pour aller fermer les différentes portes, puisque transformé en chaise, il va avoir bien du mal à tourner des poignets. Voilà. Et donc le film s'engage sur une espèce de road trip où les personnages vont donc aller à la fois essayer de retrouver Daijin, qui est censé incarner le sceau pour refermer les portes, et en même temps empêcher les catastrophes en refermant les différentes portes qui se sont ouvertes à différents endroits du Japon qui sont soigneusement choisis. On le signalera un petit peu plus tard, puisque le choix des différents endroits est pas totalement anodin. Donc voilà pour le pitch. Comme je le disais, le film commence comme un road trip, un récit initiatique. Comment tu l'as vécu, toi, cet aspect-là? Moi, je sais que c'est vraiment un des points qui m'a le plus séduit dans le film. J'avais déjà beaucoup apprécié cet aspect réaliste, cette dimension réaliste dans ces films précédents, notamment dans Les Enfants du Temps. Je trouve que là, il arrive, tout en étant un grand divertissement familial, blockbusteresque, on pourrait dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'action dans le Ah oui, film. oui, blockbusteresque à fond. Complètement clairement. blockbuster de l'animation japonaise. Je trouve que Shinkai réussit quand même avec justement ce soin du détail à dresser un portrait de la société japonaise par petites touches qui sont totalement souhaitées, totalement voulues, et qui permettent justement d'avoir un regard très contemporain, en fait, très ancré dans notre réalité. Et je trouve que ça, c'est une des forces de son cinéma, en tout cas pour ces derniers films. Je sais pas ce que t'en as Ouais, pensé, toi, de cet aspect-là. Très clairement, moi, c'est quelque chose qui me parle le plus, en tout cas chez Shinkai, c'est son optique presque. Alors, je vais peut-être employer un gros mot, vu qu'on est dans un cinéma, en même temps, c'est complémentaire. On est dans un film fantastique, fondamentalement fantastique, Oui. mais. Au sens il y vraiment a littéral du terme, quoi. Voilà, mais il y a un rapport au réalisme, quand même, qui est très important, et tu l'avais dit tout à l'heure en mentionnant l'emploi de la technique des images de synthèse, etc. C'est quelqu'un qui est obsédé par la gestion de la lumière. Et dans ces films, avec des lens flares, etc., des aberrations chromatiques et j'en passe. Mais du coup, ça donne une véritable profondeur à ces environnements, une véritable vie. Tout déborde de vie dans l'image. Et ça se retranscrit parfaitement dans le parcours de son personnage, et justement dans ce film de voyage, en fait. Parce que c'est un film où voilà, Suzume va quitter sa ville natale pour traverser presque littéralement quasiment tout le Japon, en fait. Et on va avoir des environnements extrêmement variés et des conditions aussi, des situations, mine de rien, assez variées. Alors, il y a toujours la matrice du retour à la porte, puis qu'il faut fermer, etc., ce qui occasionne quelques redondances dans le récit au passage, mais bref, en fait, plus j'en parle, plus je repense à Dragon Quest 8, dont l'histoire c'était littéralement tu cours après un truc qui a transformé ton pote Ouais. en un truc pas ouf. Voilà, t'as transformé la princesse en jument, et du coup tu cours après un mage qui ouvre des portes un peu partout pour réveiller des démons. Donc c'est un peu le même type de récit, un film de course-poursuite. Mais pour le coup, il faut pas perdre de vue qu'effectivement que c'est un récit d'un personnage qui est celui de Suzume. C'est aussi pour ça que Sota, le bellâtre, pareil, si on coche le bingo de la Japanime, t'as toujours un beau gosse qui sert un petit peu de fil rouge pour que y ait une romance qui a un peu une cœur de romance, que cette fois-ci c'est complètement écarté par la transformation en chaise. C'est super intéressant d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, justement. Vous en voulez, vous en aurez pas, quoi. Enfin, il y a un peu un fond de romance quand même, mais je trouve que le film se concentre pas du tout là-dessus, quoi. Et du coup, ça permet de se concentrer vraiment sur Suzume et sur son parcours, qu'on va abondamment spoiler, du coup. Hein. Ah oui, là maintenant, ça y est, on est dans le cœur de l'épisode. Comme on le fait à chaque fois, on spoil. Ouais. Je pense que ça fait partie aussi de la démarche du podcast, c'est d'essayer d'aller au cœur du sujet, de vraiment décortiquer en tout cas avec évidemment notre subjectivité, notre ressenti comme point de départ, mais toujours d'aller vers l'œuvre, et forcément donc on en dévoile toutes les aspérités, donc forcément ça spoil au sens vraiment pur du terme, quoi. Donc voyez le film avant, il est encore au cinéma, je pense, là. Ah oui, largement, oui, il a fait un très bon run en plus. Hein. Excellent, comment dire, très gros succès
pour Suzume. Je crois qu'en France, il a battu Your Name. Au Japon, Très largement, oui. il en est pas très loin, donc il a battu Les Enfants du Temps, ça c'est sûr. En termes de box-office pur, hein, je parle. Donc oui, il va rester au cinéma encore un petit moment, n'hésitez pas à aller le voir. Je sais qu'il y a une VF, j'ai pas eu l'occasion de le voir en VF, mais apparemment elle est pas mauvaise. Donc bon, j'aurais été curieux de le redécouvrir en version française pour le coup. M'étonne pas, pour le coup, vu que mine de rien, c'est bon, voilà, il y a les trois distributeurs font le taf, hein, d'habitude. Oui, donc effectivement, en France, ils se dirigent vers les 500 000 entrées, ce qui est quand même énorme pour un film japonais, hein, pour un film d'animation japonaise. En comparaison, Your Name avait fait, je vous donne les 400 chiffres 000, tout de non, un suite. truc comme ça, 300 000. Il avait fait 250 000. Ah, seulement. Donc là, Ok. il va faire il va faire le double. Donc c'est quand même un énorme succès. Et oui, pour revenir au contenu du film, ouais, ce qui m'a marqué vraiment, pour procéder par étapes dans le cheminement chronologique des événements, ce qui m'a marqué d'abord, c'est comme c'est un film de voyage, c'est un film où Suzume va rencontrer plein de personnages, ce qui permet vraiment d'avoir des petits chapitres, pour le coup très réalistes, quasiment naturalistes en fait, Ouais, ouais, ouais. ce qui est la dimension du film qui moi me plaît le plus, où justement c'est un personnage féminin, une fille qui se découvre et qui va rencontrer différents portraits de femmes à travers tout le Japon en fait, et différentes étapes de la condition féminine au Japon. Ouais, différentes Euh, situations de vie, des conditions matérielles différentes, hmm, des mères, des jeunes filles étudiantes. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis, puisque ça va vraiment être l'occasion de, bah, d'où le récit initiatique, hein, de se nourrir des histoires et des personnages qu'elle va rencontrer, au sens noble du terme, non pas d'un point de vue utilitariste ou purement intéressé, mais vraiment à hmm. travers la rencontre, à travers le voyage, il y a vraiment une apologie de l'altérité, de la richesse de l'altérité, de ce qu'on peut en apprendre individuellement, quoi. C'est ce côté vraiment intimiste que j'ai apprécié aussi, moi. Ouais, c'était vraiment assez fort. Et puis même, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de gens qui refusaient justement, enfin qui se disaient oui, la scène du babysitting elle est en trop, alors que non, justement, cette scène de babysitting elle est très importante. On reviendra plus tard sur pourquoi elle est importante. Mais justement, toutes ces étapes-là participent de l'enrichissement, de l'élargissement du regard que porte Suzume sur elle-même et sur ce qu'elle est peut-être appelée à devenir, sur ce qu'elle a été, et sur tout simplement le Japon en général, en fait. Et plus on avance dans l'histoire, plus les espaces vont s'agrandir. On commence par des petites ruines en marge de sa ville natale, puis on arrive dans une école en haut d'une colline. Donc la porte, cette fois, c'est littéralement un bâtiment entier. Et puis ensuite, c'est une fête foraine. Puis ensuite, Nier c'est Automata. carrément. Ouais, et ensuite, c'est carrément. Et ensuite, c'est carrément. Voilà, la case Nier Automata est cochée, c'est bon. Ça y est. Et ensuite, c'est carrément Tokyo, une ville entière, quoi. Ouais. En fait. Donc, il y a une gradation comme ça dans les espaces, et dans les enjeux, et dans la façon dont Suzume élargit justement son regard sur le réel et sur elle-même, qui marche très très bien, je trouve. Et puis, mais toujours dans un souci de, justement, tu l'as dit, de situation matérielle. C'est-à-dire Mhm. qu'on va jamais essentialiser le rôle des femmes dans la société japonaise. On va jamais dire ah là là c'est la femme, voilà. La Ce qui porteuse peut de être vie, enfin voilà, la il y a porteuse pas de cette vie, espèce voilà, d'essentialisme un peu malaisant. voilà, et on n'est pas là-dedans, on est beaucoup plus dans justement comment des différentes tranches de vie peuvent se rencontrer pour créer du lien, justement, et permettre au final, dans l'intériorité même d'un personnage, d'opérer un retour à soi qui soit vertueux et qui soit épanoui, quoi. Et Ouais, enrichissant. et de retour à soi, il est question, vu que Suzume voilà, porte en elle un traumatisme Tout qui à est fait. la Ouais. perte de sa mère. C'est littéralement le début du film. C'est Où, suggéré en fait. Bon, Shinkai il a complètement admis dans les interviews que évidemment le début du film faisait référence au fameux séisme de 2011. Donc dans le film en fait on le dit pas clairement, mais on comprend que Suzume a perdu sa mère dans un événement traumatique et voilà, on le sait en fait à partir des différentes interviews que en fait c'est le
le fameux séisme qui a emporté sa maman. Donc ce traumatisme, ce vide-là va être comblé justement par ce récit initiatique, et je trouve que c'est en même temps une manière de traiter d'un problème sociétal, donc à travers cette histoire individuelle, ce parcours de personnage, c'est l'occasion aussi de découvrir ces ruines qui sont au cœur aussi du film, hein, puisqu'on va découvrir, comme tu l'as dit, différents lieux qui sont totalement laissés à l'abandon. Et ça, en fait, c'est intéressant pour deux choses. Bon, évidemment, il y a la dimension esthétique qui permet de créer des choses intéressantes, mais il y a surtout, sur le plan presque politique, je dirais, c'est un phénomène qui a, depuis une vingtaine d'années au Japon, est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, alors pour différentes raisons. C'est soit donc des lieux qui sont laissés à l'abandon à la suite de catastrophes, que ce soit des glissements de terrain, des séismes, des inondations, etc. Mais c'est aussi lié à un problème qui est peut-être plus ancien et plus structurel dans la société japonaise, qui a un lien très fort d'ailleurs avec la position des femmes dans cette société. Le film ne fait pas les choses à moitié, c'est le vieillissement de la population et le fait qu'il y a un déficit, sans porter de jugement de valeur du tout là-dessus, mais il y a un déficit de naissance dans le pays qui explique en fait qu'il y a carrément des endroits, des villages, des villes entières qui sont, parce que les jeunes partent pour retrouver du travail et que les personnes plus âgées décèdent, qui sont totalement, qui se meurent en fait, des communautés qui disparaissent. Et il y a aussi un souci dans ce film de mémoire, en fait, de façon très concrète, c'est de se souvenir, donc le rapport au passé, qui permet justement d'apaiser et de se réconcilier avec le présent, doit être fait aussi dans le souvenir et dans la mémoire des personnes qui ont disparu, des lieux qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon, et peut-être que justement ce refoulement, cette négation de la disparition de certains endroits est au cœur du problème en fait qu'il y a dans le film, à savoir l'apparition des séismes. Le film fait un lien assez fort directement avec les vers qui sortent, puisque lorsque les personnages referment les portes, donc pour empêcher les catastrophes, empêcher les séismes, il y a une espèce de litanie qui est prononcée par Sota, donc le verrouilleur, qui dit en gros les montagnes, les rivières, aux dieux de la terre, il s'adresse donc aux divinités qui sont dans le sol, sous la terre. Nous nous sommes appropriés ces lieux, nous les avons vraiment fait nôtres, nous les avons oubliés, nous vous les restituons, comme s'il y avait eu justement une appropriation et un oubli du caractère un peu sacré de ces lieux, laissés à l'abandon comme ça. C'était peut-être une manière de les désacraliser. Et là, le film fait aussi ce travail, non pas forcément spirituel, mais en tout cas politique presque, de mémoire des lieux abandonnés. Je sais pas si tu vois mon idée, mais si, bien sûr, il y a l'idée de nous restituons, et ça fait le lien aussi avec la dimension mythologique du film qu'on va aborder évidemment en deuxième partie. Avant d'aborder la dimension mythologique, il y a quand même, on a très vite parlé de la chaise. Je me voyais mal finir ce versant intimiste du film sans parler de la chaise, parce que justement, ça donne à Suzume toute sa singularité dans ce triptyque de la catastrophe chez Shinkai. C'est justement le fait qu'on va refuser cette fois-ci de traiter la romance en tant que romance. Et il y a une anecdote autobiographique que Shinkai a donnée à l'avant-première à laquelle tu étais, qui justifie aussi en partie ce choix de la chaise. Alors il faut dire aussi que voilà, au Japon, il y a justement, tu as mentionné le déficit de natalité, il y a un véritable enjeu, même de survie de l'industrie de la japanimation, de prendre à bras le corps ce déficit de natalité, parce que moins il y a d'enfants, moins il y a de spectateurs en fait. Et vu que c'est une culture qui s'adresse quand même, qui a des imaginaires plutôt enfantins, plutôt juvéniles. Il le déclare, Shinkai, pour lui, l'animation, c'est avant tout destiné aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, mais évidemment, ça n'empêche pas que c'est aussi appréciable pour des adultes. Il en fait pas une exclusivité, mais on lui a souvent demandé pourquoi vous mettez des ados ou des enfants dans vos films. Mais pour lui, c'est parce que c'est quelque chose qui permet de construire quelqu'un, de construire son identité artistique, culturelle, à travers l'animation, d'où le choix des jeunes enfants ou des adolescents dans ces films, quoi.
Et sachant que surtout, c'est vraiment ce qui l'intéresse, c'est des individualités en construction et pas, une fois encore, une essentialisation Mhm. de certains types de personnages, sauf à convoquer des archétypes mythologiques dont on va parler après. Ouais. Mais justement, sur l'anecdote du coup de la chaise, c'est à la fois, je trouve, un refus assez brillant, justement, de jouer le jeu de cette... de la romance à tout prix, Du cahier des charges, justement hein, en pour fait, tout le simplement. cahier des charges, voilà, de dire bah non, il faut qu'il y ait une romance parce qu'il faut donner envie aux gamins d'aller vers l'autre sexe pour perpétuer le peuple japonais, parce que vous comprenez, les immigrés, on n'a pas trop envie de les avoir chez nous. Grosso modo, c'est ça le discours officiel au Japon. Euh, mais aussi parce que, mine de rien, ce choix de la chaise va avoir un enjeu très important dans le film, parce que c'est cette chaise, en fait, et là on spoil énormément, hein, c'est une fois que Suzume a réussi en fait, Suzume ferme les portes de plus en plus et prend la place de Sota, en fait, au fur et à mesure du film, pour devenir celle qui va vraiment verrouiller les portes. Et à un moment, justement, il va y avoir alors pour moi, c'est un peu une boursouflure scénaristique. C'est le moment où Sota va devenir le pilier qui va empêcher la porte, enfin, qui va empêcher le verre de s'ouvrir. Oui, le sceau, quoi. Finalement, Il devient le Suzume, sceau, la voilà, clé. c'est ça. Et Suzume, du coup, se dit non, je dois devenir la clé. Et puis finalement, non. Et puis tout ça. Enfin, voilà, il y a un moment un peu un petit embrouillamini là-dessus. Mais finalement, l'idée finale est très forte. C'est que cette chaise que Suzume garde depuis toute petite, en fait, elle se l'est donnée à elle-même depuis le futur, parce qu'il s'avère qu'en fait Suzume a déjà traversé une porte quand elle était petite et s'est perdue dans le monde éternel, où vivent les âmes et où vivent les esprits, en fait. Et que cette chaise, en fait, finalement, elle se l'est donnée à elle-même, et que finalement, voilà, c'est une fois que Suzume a terminé son voyage dans le film, elle est capable de se réconcilier avec son passé, d'affronter son trauma de face, et finalement, voilà, de passer le témoin à elle-même pour refermer ce cercle vicieux. Et ça résonne avec quelque chose de profondément intime chez le réalisateur. Là, je te laisse la parole justement sur l'anecdote d'où vient cette fameuse chaise. Oui, parce que justement, la question a été évidemment posée pendant la discussion après la projection pendant l'avant-première. Et il a à ce moment-là confessé que dans sa famille, donc sa maman était une bricoleuse vraiment émérite qui passait beaucoup de temps à fabriquer des objets et qui lui a offert donc une petite chaise pour enfants. Alors je ne sais pas exactement si c'était la même, la couleur, etc. Mais en tout cas, la dimension autobiographique de cette chaise est totalement véridique puisqu'il l'a expliqué pendant la discussion. Et c'est intéressant aussi de voir que alors ça, c'est toi qui me l'expliquais quand on discutait du film en off, mais au départ, il voulait pas faire un film avec un personnage féminin et un personnage masculin, il voulait faire un personnage féminin avec un autre personnage féminin, ce qui aurait été plus ou moins empêché par des contraintes de production, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il est quand même entouré par, je crois que c'est la Toho qui est derrière ces films, donc c'est le plus gros studio d'animation au Japon, donc il y a des enjeux... Disons, gros comité de production. Voilà, disons, le studio, ça reste Comics Wave. Oui, Toho, c'est plus le distributeur. ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, quand tu vois au début, t'as tous les cartons de production et de distribution au début du film, c'est délirant, quoi. Ouais, T'as c'est devenu Sony, vraiment... Les enjeux voilà. sont monstrueux, quoi, d'un point de vue financier. Ouais. Puisque ça doit être des films aussi qui coûtent assez cher à produire, vu le niveau de production qu'ils demandent. Et du coup, il en a fait cette idée de la chaise, et il a payé ça. Je trouve ça intéressant aussi de voir comment de la contrainte, qui est pas forcément toujours voulue par les artistes, peut aussi parfois naître des choses intéressantes, et il a mis de lui-même avec cette chaise pour contourner cette espèce de contrainte de la relation entre un gars et une fille qui était absolument indispensable. Voilà, il arrive quand même à en faire quelque chose de personnel tout en étant dans les clous de ce qu'on lui demande au niveau du comité éditorial, quoi. J'ai la vision de une chaise, une fille, tu sais, avec le générique avec... Pardon, je suis Un gars et désolé. une fille, Ouais, désolé, là j'ai une fulgurance dans ma tête, je vais faire il y a ça moyen de sur faire un Photoshop montage après sympa. l'enregistrement. Ouais. Aïe aïe aïe, bon Dieu. Je propose qu'on boucle ce premier volet du film, parce que la transition était toute donnée tout à l'heure et je n'ai pas saisi la balle Ah au non, bon, non, mais mais tu j'aurais as bien trouvé ça fait, parce dommage. qu'on n'en avait pas terminé qu'on- avec la question du voyage initiatique de Suzume. Puisque là, on va rentrer dans la dimension symbolique
vous le savez, Mm. dans Hémisphère, il y a forcément un moment donné où on s'attaque à la dimension mythologique, aux symboles convoqués par les œuvres, et c'est maintenant qu'on va le faire dans cette deuxième partie, qui traite Mm. justement de l'utilisation de la mythologie japonaise pour traiter frontalement la question des catastrophes, et notamment la question des séismes, puisqu'on le sait, le Japon étant une terre sismique, c'est quelque chose d'assez commun là-bas. Donc, on a, mine de rien, on a pas mal déblayé le terrain en parlant du road trip tout à l'heure, Ouais. mais on peut quand même refaire un petit point géographique, c'est-à-dire que le film va balayer beaucoup de localités, mais toutes ces localités ont subi à un moment une catastrophe naturelle. Donc il y a aussi une volonté d'ancrer Suzume dans une réalité historique du Japon qui s'étale sur un siècle avec d'un côté le fameux séisme qu'a donné le tsunami, qui a donné la catastrophe de Fukushima en 2011, Mhm. dont la date est explicitement mentionnée dans le film. Il y a également, on va à Kobe, donc le tremblement de terre de 95, et évidemment là le climax, le premier gros climax du film à Tokyo. Euh, où le verre se déploie comme une espèce de figure fractale au-dessus de la ville et qui renvoie à une catastrophe qui a frappé Tokyo il y a pile poil un siècle, en fait en 1923. Donc c'est aussi pas anodin que le film sorte en Oui, 2023 et c'était que voulu, hein. justement Mhm. voilà, c'était clairement voulu et que du coup il y a une vraie intégration même du contexte dans lequel le film sort à ce niveau-là. Et donc, comment dire, il y a cette volonté, une fois encore, d'unir l'individualité du parcours de Suzume à réellement tout un contexte, tout un cosmos même, Ouais. qui l'entoure. Et c'est ce qui fonctionne le mieux, je trouve, dans cette trilogie du cataclysme chez Shinkai. Ouais. C'est des films ouvertement animistes. Totalement, ouais. Et c'est Le cette dimension animiste qui permet de shintoïsme est un relier. animisme, hein, donc à partir Hmm, de là. voilà. Et est-il un humanisme aussi? Peut-être. Peut-être. Attention, hein, Non, mais ce que tu dis est peut-être. intéressant, puisqu'en fait, cette idée de lier des éléments fictifs, donc du récit, à des renvois, à des choses concrètes, des choses réelles, c'est intéressant. Tu vois, il y a même par exemple la profession des verrouilleurs. Shinkai explique que c'est plus ou moins inspiré de certains rites shinto qui sont encore en vigueur au Japon, alors qui ont évidemment je dirais pas que c'est totalement sécularisé ou en tout cas désacralisé, mais il y a encore voilà, des traditions qui sont inspirées de mythologie et de religion. Par exemple, le rite du Jichinsai, pardon, qui consiste à prier, faire des offrandes aux divinités de la terre avant de construire un bâtiment pour le protéger justement de ces catastrophes. Et c'est un truc qui est vraiment encore aujourd'hui en vigueur. Donc il y a comme ça des renvois, des échos qui se font entre la réalité et la fiction, qui permettent aux spectateurs, alors il y a d'autres choses, hein, la musique, etc., on va y venir, mais voilà, il y a plein de petites choses qui permettent aux spectateurs de se projeter dans cette histoire et du coup de l'ancrer dans sa propre réalité. Là, on a lancé la piste de l'animisme. Je vais faire un petit panorama. J'espère que je vais pas. Je vais faire quelques raccourcis. J'espère que les plus gros fans de mythologie japonaise vont pas trop m'en tenir rigueur. Mais il faut dire que Suzume est extrêmement riche en symboles, déjà au sein même de son film, avec des marqueurs esthétiques assez propres. Bon là je pense que ça t'a touché toi aussi vu qu'on a parlé de Zelda tout à l'heure, mais le vert renvoie, le vert esthétiquement c'est clairement, on a l'impression de revoir Calamity Ganon de Breath of the Wild avec cette espèce d'énorme entité pourpre qui sort du sol pour incarner une espèce de calamité qui surgit elle aussi de localités abandonnées, mine de rien. Et de la terre en fait, ça provient vraiment du sous-sol, puisqu'il y a toute une légende aussi dans le shintoïsme, comme quoi le sous-sol, la terre, c'est voilà, le lieu de la putréfaction, le lieu de la mort, le monde des morts en Mm, quelque sorte, le fameux yomi, hein, dont on sait à quel exactement. point il est différent de nos enfers, on va dire, judéo-chrétiens ou même grecs. Il y a vraiment une spécificité de la religion, enfin du shintoïsme là-dessus, quoi. Et donc ça, c'est on va dire, c'est le truc qui m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu le film. C'est vraiment ça le parallèle, ce qu'on avait déjà dit dans l'épisode sur Zelda Skyward Sword, quand on avait parlé du traitement de la calamité dans Breath of the Wild, mais aussi du traitement de la calamité dans Shin Megami Tensei 5. C'est un marqueur esthétique qui pour moi
est récurrent vraiment entre ces 3 œuvres, cette entité pourpre qui sort du sous-sol à partir justement d'espaces abandonnés ou détruits ou désolés en tout cas. Oui, c'est pas anodin, hein, puisque, comme on le disait aussi en première partie, ça renvoie à cette réalité très très concrète pour le coup au Japon de lieux de plus en plus nombreux à être abandonnés. Et de cet abandon, de cet oubli peut naître aussi la calamité, quoi. Le film Bien fait sûr. le lien entre les deux. Et pour le coup, on retrouve ça avec les ruines dans Breath of the Wild et les ruines aussi Post-apo, ouais, le côté dans vraiment monde SMT5, détruit voilà, le de côté, SMT, ouais, ouais, totalement. exactement. Ce qui donne à ces films, vraiment, je trouve, à ce film, pardon, à Suzume, vraiment, je pousse le parallèle avec SMT5 là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un film de purgation, de purge, en fait, au sens, c'est pas seulement un film de réparation d'une individualité, mais c'est aussi un film de purge, au sens où on va se purger d'une calamité, d'une corruption, en fait, du Japon qu'on est en train de laisser s'installer. Et pour ça, je vais, justement, tu as mentionné Lyomi, donc je vais faire un rappel sur l'un des mythes fondateurs du Japon, qui est lié au Yomi. Donc c'est un mythe qui ressemble à pas mal de niveaux au mythe d'Orphée et Eurydice chez les Grecs. Donc on a Izanagi et Izanami qui sont les deux un peu les Adam et Ève du Japon, si je caricature. Qui ont une Le capacité de couple fondateur, création quand même, hein, de ce que voilà, qui ont voilà, exactement le couple fondateur du Japon. Et en fait, Izanagi part aux enfers pour aller sauver sa compagne Izanami. Et à sa sortie des enfers, donc à sa sortie du Yomi, justement, il a été englué de toute la calamité, de toute la putréfaction du Yomi. Et du coup, il va se purifier. Donc c'est un rituel qui va s'appeler le Misogi. Et de cette purge vont naître des nouvelles divinités, que ce soit des divinités positives, avec quand Izanagi va se purger l'œil gauche et l'œil droit. L'œil gauche va donner naissance à Amaterasu, la déesse du soleil, et l'œil droit va donner naissance à Tsukuyomi, le dieu de la lune. Ouais. Qui sont du coup frères et sœurs. Qui sont du coup frères et sœurs, et également toutes ces calamités qui va être laissée à terre, en fait, qui va être extraite de son corps, va donner naissance à plein d'autres petits dieux, notamment une paire, les fameux Magatsuhi no Kami, dont on avait déjà parlé sur SMT5, oui. qui sont donc les dieux de la calamité, qu'on peut traduire comme ça, et qui vont être du coup des déités qui vont justement incarner toute cette putréfaction, toute cette corruption des corps et des esprits, et donc qui vont guider vers le Yomi tout ce qui relève de l'impur, Ouais. etc. C'est intéressant que tu mentionnes ce mythe fondateur, parce qu'il y a un point aussi qu'on peut évoquer, c'est qu'on a parlé de shintoïsme, mais en fait, si je me suis bien renseigné, ce mythe-là, qui est donc le mythe fondateur de la mythologie japonaise, est en fait une sorte de syncrétisme entre du shintoïsme et du bouddhisme, puisque le bouddhisme a été importé au Japon. On sait par exemple que dans cette mythologie, il y a une espèce de roi des morts, enfin de roi du monde des morts, qui est pour le coup totalement dérivé du bouddhisme. Et la dimension Orphée-Eurydice, tu l'as pas mentionné, mais c'est justement quand Izanagi va chercher sa compagne dans les enfers, il essaye de la ramener donc dans le monde en dehors du monde des morts. Et pour ce faire, il ne doit pas se retourner avant d'avoir quitté les enfers, et il peut pas s'empêcher de la regarder dans son peigne, il s'en sert comme d'un miroir. Et en fait, à ce moment-là, il y a une rupture entre les deux, il se barre. Et c'est ce côté-là qui rappelle, en fait, je trouve le plus le mythe d'Orphée, le fait qu'ils doivent pas se retourner. Ouais. Il peut pas s'empêcher, il se retourne quand même. Je sais pas à quel point ça a pu communiquer historiquement en termes de tradition mythologique, mais c'est assez bluffant, c'est assez étonnant de te retrouver vraiment ce trope-là entre les deux mythologies, quoi. Non, mais on peut se dire que Maître Gims avait raison et que finalement, c'est les pyramides électriques qui ont diffusé tous les mythes avant l'invention de l'écriture. Écoute, hein, voilà, on va... Voilà, admettons. Ça justifierait tous les syncrétismes, et George Miller serait content. Je connais cette théorie. Non, mais effectivement, enfin voilà, donc cette dualité entre justement la putréfaction et l'élévation, justement, on la retrouve dans les différentes visions de l'au-delà qui sont dans le film. C'est-à-dire, d'un côté, tu vas avoir un au-delà très positif qui est derrière la porte, qui est cette espèce de grande plaine, donc qui est le monde éternel. Oui, avec des étoiles et tout. Ouais. Voilà, ce qui dans l'interview que Shinkai avait donnée à IGN, donc je salue Benjamin Benoît au passage,
Voilà, il parlait de Tokoyo, donc qui s'écrit Nuit éternelle en japonais. Alors je le cite, hein, quand on ouvre ses portes, on tombe sur le Tokoyo, qui s'écrit Nuit éternelle en japonais. En réalité, dans le monde éternel, le temps n'existe pas, mais j'ai adapté ce concept pour que ce soit un espace où tous les temps cohabitent. J'ai ajouté d'autres significations à des portes qu'on voit dans le film, à notre vie quotidienne. Tous les jours, on dit littéralement je vais, je reviens, ittekimasu, Iterashai, etc. ouais. Iterashai. Mhm. Quand on quitte un foyer, puis je suis de retour en revenant, on promet qu'on revient. C'est une promesse du quotidien qui peut être interrompue par des catastrophes. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée. Donc mais le Tokoyo iconographiquement ressemble beaucoup à la haute plaine du paradis. Justement, qui est donc le Takamagahara, qui est donc on va dire l'équivalent, je dirais pas du paradis, mais en tout cas là où vont les âmes, là où s'élèvent les âmes, Et là c'est où là le où yomi vivent c'est les plus dieux aussi, il me semble, hein. là où vivent les kami exactement, là où vivent les dieux, et le yomi qui est plus là où redescend tout ce qui est putréfié, tout ce qui est impur, Bah, la matière, quoi, le corps. la matière Il y a exactement. un dualisme corps-esprit, hein, dans le Mm. shintoïsme. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi, cette idée de nuit éternelle. Ça renvoie à la légende de, tu sais, Amaterasu, la déesse du soleil, qui s'était cachée dans une caverne après une querelle avec son frère, dont j'ai oublié le nom, et où, en fait, pour faire sortir le soleil, donc faire revenir le soleil sur la terre, on va avoir la déesse de la gaieté, de la bonne humeur, qui s'appelle Uzume, et qui est directement qui a donné son nom à Suzume, hein, Shinkai le dit dans une interview, qui va faire une espèce de danse pour amener Amaterasu à sortir de la grotte et donc à ramener le soleil sur la terre. Cette légende-là, je trouve qu'elle infuse aussi pas mal dans le film, notamment évidemment par Uzume qui a donné son nom à Suzume, mais aussi par l'idée de la nuit éternelle et du retour du soleil, quoi. Mm. Et bah là, tu me l'apprends. Ah Pour le merde, coup, pardon, je pensais pas que non, tu mais je suis l'as... très content. Ah non, mais pour le coup, tu me l'apprends. Je m'autorisais pas à aller à pousser le parallèle avec Amaterasu et Tsukuyomi. D'accord. Non, je suis bah, Après, peut-être que j'extrapole et que j'interprète un peu trop le film, Mm. mais en tout cas, sur la dimension Uzume, ça, pour le coup, ça a Mm. été confirmé par Shinkai. Et quand on sait que voilà, cette déesse de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté, est quand même centrale dans cette légende qui est très connue, la légende donc, de la disparition du soleil et du retour de Amaterasu. Bon, je Mm. pousse le parallèle, mais en même temps, je trouve que le film le fait aussi un peu lui-même, quoi. Bien sûr, et puis là pour le coup, ça donne un lien avec un autre élément, c'est que cette dualité Amaterasu-Tsukuyomi, on la retrouve dans les deux chats qui sont dans le film. Oui, Daijin avec et Sadaijin. Daijin et Sadaijin. Alors je sais pas toi ce que t'en as pensé du personnage de Daijin pendant le film, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas trop parlé de ce personnage. Ouais, il est Et central. vous allez hein. voir où on veut en venir, parce que tout ce panorama mythologique nous permet d'introduire le personnage de Daijin et d'essayer de comprendre à quoi il sert et à quoi il se rapporte exactement dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'au premier visionnage, c'est un personnage chaotique, on va dire. Ouais, pour le moins, ouais, c'est clair. Non, moi je le trouve assez intéressant. Pour moi, ça fait partie des points forts du film. Je l'ai beaucoup apprécié en fait parce que justement, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'innocence dans ce personnage, du fait qu'il est pas intégré justement tout ce qui est de l'ordre de la norme morale, des normes humaines, parce que c'est un kami, c'est un yokai, on ne sait pas si c'est un kami ou un yokai, mais en tout cas c'est une entité mythologique, une entité divine qui a servi de clé, de sceau pour fermer ses portes, et qui au moment où il peut s'affranchir de cette espèce de statut, de rôle qui lui est dévolu, se dit qu'il a peut-être quelque chose à vivre aussi lui-même, quoi. Et je trouve que son comportement est assez fascinant tout au long du film, puisqu'il est totalement imprévisible, il crée de la surprise, il crée du suspense dans le récit, mais il permet aussi en même temps de rappeler sur le plan thématique à quel point les divinités ne tiennent que par la foi que les humains ont en elles. Et ça rappelle aussi beaucoup l'animisme, hein, c'est vraiment le côté animiste du shintoïsme qui fait que chaque objet, chaque élément de la nature est potentiellement incarné par une entité divine. Et selon la foi que les humains vont avoir en elle, la divinité va être plus ou moins forte. Et je trouve qu'en fait, ça c'est intéressant dans le film parce que selon le regard que Suzume va porter sur Daijin, il va changer de forme. Il a vraiment cette dimension de métamorphose
Au départ, il est tout maigre, tout penaud, il fait pitié. Quand elle va commencer à lui dire t'es super mignon, t'es génial, il va changer de forme, il va devenir un petit chat beaucoup plus mignon. Et en fait, quand elle va se retourner contre lui parce que son comportement est trop erratique, qu'il est totalement chaotique et que du coup il condamne Sota à lui-même devenir une clé et donc à se sacrifier, Suzume va lui en vouloir et il va redevenir l'espèce de petit chat battu qu'on avait au début. Donc je trouve que c'est intéressant dans cette espèce de gros blockbuster de divertissement que Shinkai arrête pas de répéter, c'est même un peu épuisant et saoulant de l'entendre sans arrêt dire ça. Ah non, mais moi je fais que du divertissement. Je pense qu'il a quand même beaucoup plus pensé son film et que il a tendance un peu à se dévaloriser. Je sais pas si c'est un trait culturel ou si c'est lui qui est très modeste, mais il a tendance à minimiser la réflexion et les symboles qu'il y a dans ses films, alors que je les trouve finalement assez riches, même si évidemment il y a tous les défauts qu'on a évoqués. L'idée c'est pas de dire que le film est parfait, mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus riche que ça, et notamment par le personnage de Daijin. Alors par contre, il y a un truc que je voulais te demander, mon cher Karel, c'est Ouais. justement le pendant, bon presque, j'aurais pas dire maléfique, mais l'espèce de retour de pièce de Daijin, son pendant un peu sérieux et un peu flippant, donc Sadaijin. Ouais. Qu'est-ce que t'en as Sadaijin, pensé? ouais. Je trouve que c'est un des éléments un peu incompréhensibles du film. Je trouve que le film est pas très clair là-dessus et je sais pas trop quoi en penser, quoi. Bah, il sort un peu du chapeau ce personnage, Ouais, hein, c'est on va ça. dire ça comme ça. C'est dommage parce que c'est justement l'une des scènes qui met le plus en avant la condition féminine au Japon, avec justement le personnage de la tante de Suzume dans le road trip final, Mhm. qui en fait pète un plomb et dit à Suzume: non mais tu te rends compte tout ce que j'ai sacrifié, je suis passé à côté de ma vie, je suis passé à côté de ma vie amoureuse, j'ai pas d'autonomie financière, enfin voilà, C'est c'est le la côté merde. purgation, là, pour le coup. Elle Voilà, purge ses mauvaises exactement. passions, quoi. Voilà, elle purge toutes ses mauvaises passions, voilà, et en fait, elle déverse tout son désespoir sur Suzume parce qu'elle a passé le film à lui courir après, et elle a l'impression que Suzume est hyper ingrate avec elle, et pour le coup, en fait, là où j'aurais trouvé cette scène hyper forte, en première lecture, j'avais trouvé cette scène hyper forte, mais je me suis dit, ah, c'est dommage que cette explosion, ce moment de révélation et de vérité, soit due à l'intervention extérieure d'un personnage qui sort du chapeau, qui est Sadaijin, et qui a possédé Eri pendant 30 secondes. Ouais, il y a cette idée de Euh, possession qui est un peu mal expliquée, ou en tout cas qui sort de nulle part et qui, je trouve, ouais, amoindrit la dimension humaine Ouais, Parce ouais. que c'est important, tu vois, dans le film, je trouve, il y a cette idée que on doit se purger aussi, on doit accepter les choses qui nous font du mal pour pouvoir avancer, et le fait de les Mm. refouler, de les enfouir en nous, ne va pas nous permettre de grandir, au contraire, ça va nous retenir dans une espèce de frustration qui est délétère et qui est mauvaise pour tout le monde. Donc j'aimais bien Bien cette sûr. idée-là, et je trouve que la connecter avec une espèce de divinité qui prend possession du corps, etc., je vois pas trop l'idée, en fait. Je vois pas trop en quoi c'est pertinent. En fait, il y a une lecture qui a été faite par la chaîne Cinéma Tokyo dans 2 vidéos que je vous recommande, qu'on va mettre en bibliographie sur cette émission, Ouais. qui propose une lecture, moi, qui m'a fait réévaluer le film aussi à ce niveau-là, parce que soit on cherche pas à comprendre le personnage de Daijin en se disant juste c'est un yokai, il est chaotique, il a pas de code, il a pas d'alignement moral, il est chaotique neutre et voilà, on le prend comme ça, comme ça vient. Mais à partir du moment où tu as une dualité installée entre Daijin et Sadaijin, un chat qui est blanc avec une tache noire sur l'œil gauche et Sadaijin qui est un chat noir avec une tache blanche sur l'œil droit, vous me voyez venir à des kilomètres, si vous avez suivi l'épisode. Le chat blanc qui a une tache noire sur l'œil gauche, ça envoie à l'œil gauche dont est originaire Amaterasu. Et le chat noir, enfin l'œil droit de Sadaijin, ça envoie à Tsukuyomi. Amaterasu qui est le blanc, donc la lumière, le soleil, et le noir qui serait du coup la lune, qui serait donc Tsukuyomi. Avec cette complémentarité entre deux entités. Sachant que Daijin, donc c'est une contraction de Udaijin, qui avait été voulu par Shinkai
pour qu'on ne grille pas la clé de lecture tout de suite, et que en fait le déclic ne se produise qu'avec l'arrivée de Sadaijin. C'est que le Udaijin et Sadaijin, si je dis pas de bêtises, c'était deux ministres qui accompagnent justement l'empereur du Japon. Justement, alors l'un c'est le ministre de droite et l'autre c'est le ministre de gauche en fait, et ce sont des hauts fonctionnaires du gouvernement impérial, et donc ça invite à une lecture, on va dire une lecture politique du film là-dessus, mais du coup ça en revanche c'est complètement hermétique comme symbolique, si on n'est pas hyper attentif. Pour le coup, on passe à côté et on parle de chat, et mon chat est en train de marcher sur mon clavier, donc j'espère que l'enregistrement se continue. Excellent. Voilà, exactement. Bonjour Nanouchka. Voilà. Ah oui, je la vois. Voilà, là t'as la queue devant la caméra, c'est parfait. Mais du coup, voilà, ces deux personnages, du coup, Udaijin et Sadaijin, dans la grille de lecture qu'en livre Cinéma Tokyo, sont pas tant des antagonistes que des éléments moteurs du récit en fait. Ouais. Enfin, dans ce que tu disais justement, la danse qui consiste à faire revenir la lumière et faire revenir Amaterasu justement. Ces deux personnages-là finalement sont là pour aider Suzume à le faire, sont là pour aider Suzume à combattre le ver, et finalement c'est pas tant Daijin il y a deux lectures qui peuvent être faites. Soit Daijin ouvre les portes des vers pour que Suzume, pour obliger Suzume à transformer Sota en clé, et du coup pour pouvoir avoir Suzume pour lui tout seul. Parce que tant que Suzume court après les vers, elle concentre son attention sur lui, et donc elle croit en son existence, et donc il gagne de la puissance. Soit tu le vois comme un moteur qui justement va inviter Suzume, et c'est Sadaijin aussi, les deux vont inviter Suzume à refermer les portes en la guidant sur le chemin de sa quête en fait. Et sous cet angle-là, la possession de Eri par Sadaijin fait sens, parce que ça voudrait dire que ils aident les personnages à affronter leur trauma, ils aident les personnages à expulser finalement ce qu'ils ont au fond d'eux. Mais j'ai un peu de mal avec cette lecture-là, dans la mesure où, quand même, on parle d'un film qui est un film de purge, certes, où on va purger le Japon de ses calamités, on va rendre au Yomi ce qui doit lui être rendu, on va rendre au Takamagahara ce qui doit lui être rendu, mais la quête, ça reste une quête de fermeture. En fait, et d'où le titre Suzume no Tojimari, c'est on va fermer le verrou de Suzume en fait. Or l'enjeu du film, c'est pas de verrouiller, c'est au contraire de faire sauter ce verrou. C'est la question que pose le film, c'est est-ce qu'une purge fondée sur le refoulement, sur le fait de refouler tout dans le souterrain, de refouler tout dans l'en-dessous, est-ce que ce refoulement peut fonder le salut d'une personne, voire d'un pays en fait? Et pour le coup, je suis pas certain que... Enfin, pour moi, il y a une confusion là-dessus, en fait. Alors, on peut dire que c'est soit une confluence des contraires, qui fonctionne que dans un logiciel animiste. Oui, le yin et le yang, la haute plaine Voilà. versus le monde de l'impur, il y a vraiment cette dualité permanente. Voilà, soit, eh bien, on peut se dire que c'est un élément de confusion dans l'écriture qui désamorce, soit qui désamorce l'émotion, soit qui désamorce tout simplement l'adhésion au récit, et moi je suis plus de ce côté-là. Mais bon. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire, et c'est vrai que le message final du film est pas hyper clair sur cet aspect-là en tout cas. Sur le parcours de Suzume, je trouve que globalement le film se tient très bien, mais sur cette dimension mythologique, je pense qu'il a quand même des lacunes. Bon, c'est sans même parler de ces problèmes de rythme, avec cette idée de faire des climax à répétition qui rend le film assez redondant et assez répétitif. Je trouve que sur la dimension mythologique, le film se prend un peu les pieds dans le plat. Il est très riche, et d'ailleurs on a essayé d'en livrer un maximum de clés de compréhension, mais il n'arrive pas à être clair, malheureusement. Il est peut-être un peu trop ouvert. Même si, comme tu le disais, le film parle de fermer des portes, il est peut-être un peu trop ouvert sur son interprétation symbolique, ce qui en fait peut-être une puissance un peu amoindrie, je trouve. Et pourtant, la conclusion est déchirante. Hein. La conclusion marche très 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 bien, avec justement ce liant sur le fait de, finalement, la dernière porte qu'on va fermer, c'est une boucle qu'on va boucler avec Suzume qui se donne à elle-même la chaise.
Et finalement, on dépasse ce refoulement, on intègre les forces, on intègre les contraires, et on s'accomplit, on devient ce que l'on est finalement, tu vois. Et t'as vraiment quelque chose de l'ordre du dépassement du trauma là-dessus. Parce que justement, je Euh, trouve que la conclusion relie tout ça à l'histoire de ouais, Suzume. Quand le exactement. film parvient à adjoindre ces deux dimensions, on va dire, collectives ou mythologiques et intimes, personnelles, quand les deux sont liés, le Mm. film fonctionne bien. Mais quand le Ouais. film essaye de partir dans des trop grandes généralités, il se prend un peu les pieds dans le plat, quoi. Je Ouais, trouve. c'est bon. Voilà. Après, Les pieds dans le tapis une plutôt que les pieds dans le plat. c'est les pieds dans le plat, ouais. On se prend les pieds dans le plat. C'est pas... Bon, Non, ça marche pas. bon, ça peut faire des mini-jeux de Mario Party, mais voilà, ça fait pas des... Pardon, t'étais en train de boire de l'eau, pardon. Ah non, je t'en prie. Mais voilà. Mais bon, écoutez, en tout cas, on prend vos réflexions, vos analyses, même vos ressentis, tout simplement, vos réactions sur le Discord là-dessus. Hein. Surtout, n'hésitez vraiment pas, parce que on parle d'un film dont justement les grilles de lecture ésotériques sont extrêmement ouvertes. Donc pour le coup, voilà, n'hésitez vraiment pas. Bah ouais, tout à fait. Et je pense que c'est important aussi de parler des œuvres qui, aujourd'hui, qui ont un succès vraiment international, ou en tout cas un succès vraiment notable, parce que Mm. on n'est pas obligé de se cantonner à des trucs qui voilà, nous parlent et nous plaisent à nous, et on peut essayer aussi d'aller creuser ce qui touche une grande partie du public. Donc je pense que c'était aussi la raison de mon choix, qui explique pourquoi j'ai voulu qu'on parle de Suzume et de Shinkai. C'est aussi parce que voilà, c'est son cinéma cartonne, et puis il est pas totalement inintéressant, hein, comme on a essayé de le Mm. démontrer. Avant d'arriver à notre dernière partie, justement, il y avait un élément du coup de lecture mythologique qui, pour moi, alors là, c'est très personnel. Hein, pour le coup, je l'ai vu nulle part, donc vraiment, je apprendre avec des pincettes. Mais on a beaucoup parlé de l'opposition entre le Yomi et le Takamagahara, justement. Et le Takamagahara, donc la haute plaine du paradis, dans la mythologie, c'est l'endroit où résident justement les kami. Et l'une des questions ouvertes pour finir cette partie que je vous pose à vous, auditeurs, auditrices, d'après moi, ça ouvre la question de si Suzume est capable de se réconcilier avec elle-même par-delà le temps, de dépasser sa propre mortalité, sa propre temporalité, si elle est capable de guérir le Japon entier en accompagnant en s'entourant de figures mythologiques et comment dire, en les comprenant, en les transcendant aussi, en les invitant à revenir à leur place. Est-ce que finalement Suzume n'accède pas au statut d'héroïne mythologique pour le Japon? Et dans ce cas-là, justement, est-ce qu'elle n'a pas sa place justement dans le Takamagahara en tant que nouvelle figure mythologique au sens héroïque du terme? Et là, ça bouclerait toute une lecture épique du film au sens de l'épopée, au sens traditionnel du terme, quoi. Mais ça, c'est vraiment une lecture. Voilà, il n'y a rien dans le film qui dit qu'elle devient une nouvelle déesse pour le Japon ou quoi, hein, mais je peux pas m'empêcher de voir quelque chose du dépassement, enfin d'accès à une forme de surhumanité Oui. à partir du moment où il y a ce côté dépassement du ressentiment, intégration des forces pour se renouer avec la vie et littéralement vivre avec les catastrophes, ce qui boucle la trilogie là-dessus du cataclysme. La première partie, c'est comment est-ce que les catastrophes nous séparent et est-ce que c'est possible de se retrouver avec une fin ouverte. Le deuxième, c'est plus comment est-ce que les catastrophes nous tiraillent dans notre rapport même à la vie. Et Aerys doit-elle mourir pour sauver le Ouais, monde? ouais. Est-ce qu'on Grosso doit merdo, sacrifier une personne pour sauver 1000 personnes? voilà. Attends, on peut pas... Non, attends. Mais ce que Et le... ce que tu évoques sur Suzume est intéressant, et je trouve que dans les interviews, Shinkai donne un peu des éléments qui vont dans le sens de Suzume comme une espèce d'entité surhumaine, puisque lui il parle de quelqu'un qui est en charge d'un pays tout entier. Donc il l'a clairement dit comme ça. Alors il n'a pas évoqué la dimension divine du personnage, même si bon, en faisant le lien avec Uzume, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu en train de diviniser le personnage de Suzume? Mais lui parle vraiment de quelqu'un qui est comme un médecin
en charge de tout le Japon, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de une espèce de divinité bienveillante qui veille sur le pays tout entier et malgré les difficultés, les catastrophes, leur permet de continuer à vivre. Donc ouais, je pense que ton analyse est pas inintéressante, hein. Et on en revient à la purge. Complètement, ouais. Justement, au film de purgation, donc elle fait le même travail que fait le Naobino dans SMT5, elle fait le même travail que fait Link dans Breath of the Wild, et que peut-être il va faire dans Tears of the Kingdom, vu que voilà, j'en sais rien. Mais voilà, donc on voit quand même qu'il y a un syncrétisme là-dessus, en tout cas une synchronicité culturelle dans des grandes œuvres qui marquent le Japon en ce moment, dans laquelle, et dans cette synchronicité, Suzume trouve toute sa place, et ça justifie aussi qu'on en parle. Et ce qui nous lance du coup dans notre troisième partie sur finalement qu'est-ce qui fait la spécificité de Suzume dans le paysage pop culture actuel. Et c'est peut-être ce qui a légitimé aussi ton choix pour cet épisode, Pierre. Oui, bah là on va reboucler sur la dimension qui je trouvais la plus intéressante du film, à savoir sa manière de traiter des séismes, des catastrophes. Je pense que Shinkai, quand il fait ses films, il pense avant tout évidemment au public japonais, même si depuis Your Name, le monde entier voit ses films par millions. En fait, je pense que ce qui a fait l'attachement et l'identification du public à ces récits-là, c'est pas forcément uniquement les éléments de romance, l'idée que l'amour transcende absolument tout dans les deux précédents films. Je pense qu'il y a quelque chose du rapport à la peur, à la catastrophe, à l'angoisse climatique, qui est traité de façon positive dans ces films-là, avec l'idée de la réconciliation, avec l'idée qu'on va réussir à dépasser tout ça, même si bon, ayant plutôt un regard pessimiste sur la question, je suis toujours un peu sceptique sur ce regard-là, mais en tout cas, je pense que ça fait partie du succès de Shinkai depuis Your Name, et c'est intéressant, tu vois, de noter que dans sa vision de la nature, il y a quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Et je pense que la perception justement animiste, l'idée qu'en fait la nature est sacrée et que tous les éléments qui la composent sont potentiellement des divinités, sans forcément rentrer dans la dimension purement religieuse de ce truc-là, je pense qu'il y a quelque chose qui parle intimement à beaucoup de gens, parce que le rapport déstructuré à la nature, la nature comme ressource telle que la civilisation occidentale la conçoit, cette espèce de séparation, cette double séparation même entre l'homme et la nature, et entre l'homme et les fruits de la nature, la production qui est issue de la ressource naturelle, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent plus à accepter en Occident, notamment avec le changement climatique. Et je pense que cette perception qui était déjà, et là je vais faire un petit peu le parallèle, mais c'est pas pour faire la confusion entre Miyazaki et Shinkai, mais en tout cas cette vision de la nature qui était également très présente dans Miyazaki, enfin dans les films de Ghibli et notamment de Miyazaki, je pense que c'est quelque chose qui est salutaire et qui est un contrepoint indispensable en termes de culture mondiale, dans la culture mondialisée qui est la nôtre, d'avoir d'autres visions de la nature, de ne plus la concevoir comme une entité séparée, mais comme quelque chose qui est véritablement autour de nous, sacré et divin, et dans lequel on doit s'inscrire et se réinscrire même pour pouvoir être apaisé et dépasser le trauma de la catastrophe. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est véritablement universel en fait dans ce récit-là, et qui explique pour moi le succès de Shinkai à l'international, quoi. Je sais pas si je tire un peu le parallèle trop loin, et bon, c'est l'occasion aussi de taper un peu sur la manière dont les États-Unis conçoivent la nature dans les œuvres, on va dire blockbusters qui sont en première ligne. Tu disais justement en off, le rapport justement au traumatisme est totalement différent dans les films américains, notamment dans les Marvel, hein, puisque, comme tu le disais, là je te laisse peut-être la parole pour expliciter cette idée-là, mais l'idée n'est pas d'apaiser le rapport, mais de lui donner un aspect revanchard, quoi, sur leur propre histoire. On en parlait déjà dans l'épisode précédent, entre les lignes, dans l'épisode précédent sur Spec Ops The Line, hein, mais il y a un rapport au trauma dans la pop culture américaine, où, comment dire, pour affronter le trauma, on va pas tellement s'attaquer aux causes ou aux biais qui l'ont rendu possible, mais on va le rejouer
voire le réécrire, on va l'iconiser pour l'inscrire dans une mythologie. Et en fait, ce que disait, c'est une référence que j'avais pas pu mobiliser dans l'épisode précédent, donc je vais la poser ici. Pierre Conesa, dans son ouvrage La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi. Donc autant vous dire que rien que le titre du bouquin, ça vous donne un peu la table des matières et ça vous donne une idée de pourquoi ça s'inscrivait dans l'épisode sur Spec Ops. Mais il parle justement de ce côté où on va reprendre un événement historique qui confronte les États-Unis à leurs propres manquements, en fait, à leurs propres erreurs, mais plutôt que de chercher à dépasser ce trauma pour proposer une alternative, on va le rejouer, voire le réécrire, pour le réintégrer à la mythologie fondatrice américaine, comme une sorte de mantra auto-réalisateur en fait. Et ça donne, typiquement, tu mentionnais Marvel, par exemple, ça donne Avengers, le premier Avengers qui rejoue le 11 septembre. Littéralement, le film commence sur l'attaque du Pentagone, et la fin du film, c'est y a les immeubles qui éclatent, il y a des plans sur les pompiers, etc., qui veulent sauver les civils, etc. Et sauf que cette fois, on va lui donner une issue positive, et cette fois, on va gagner, en fait. Et ça culmine dans Endgame, où justement, on a un personnage comme Thanos qui pointe du doigt les incohérences de notre mode de vie, et qui il donne une solution qui est peut-être pas tenable, et qui d'ailleurs à long terme n'est absolument pas tenable, mais où finalement le rôle du camp du bien, tel que Marvel le définit, ne propose pas d'alternative. C'est juste on va terrasser l'ennemi, et on va réécrire l'histoire en accord avec notre propre mythologie, et finalement faire d'Iron Man un personnage christique, sacrificiel, et au final malheur au vaincu quelque part. Ouais, bah oui. Et typiquement, voilà, ça donne plus concrètement la guerre en Afghanistan, ça donne American Sniper, etc. Ouais. Voilà, et même par exemple le slogan de Platoon pour parler de la guerre du Vietnam, la première victime de la guerre, c'est l'innocence. Va dire ça aux familles de civils qui sont fait éclater la gueule et bombarder au napalm. Je suis pas certain qu'elles apprécient le slogan, tu vois. Ouais, non mais complètement. Tu vois ce que je veux dire. Oui, puis il y a un aspect très manichéen en fait dans tout ça. C'est eux versus nous. C'est toujours faire des oppositions en fait, de définir des camps, définir des frontières, définir des groupes qui sont vraiment fermés les uns aux autres et qui sont en opposition. Là où je trouve que dans les films de Shinkai, mais dans la culture japonaise en général, le manichéisme est beaucoup plus diffus. Il le dit d'ailleurs lui-même. Dans l'avant-première, il expliquait que le vert, pour lui, c'est pas l'incarnation du mal, c'est l'incarnation de la puissance de la nature face à laquelle on doit être humble et on doit se souder, se serrer les coudes pour survivre aux catastrophes et dans la solidarité dépasser les traumatismes. Bien sûr. Là où justement dans l'idée de l'opposition de la guerre, en fait, dans l'aspect vraiment revanchard du manichéisme américain, en fait, il y a quelque chose de véritablement creux et enfin qui nous mène dans le mur, en fait, parce qu'il n'y a pas d'issue heureuse à l'affrontement. Il n'y a pas de réconciliation possible dans l'opposition inaltérable, quoi. Donc, Je dirais qu'il y a une issue heureuse, mais si elle est heureuse, elle se fait nécessairement au prix d'un refoulement, en fait, d'un déni, en tout cas, de quelque chose. Et ce qui se manifeste dans Endgame, par exemple. Elle n'est pas heureuse pour avec tout le monde, simplement... du coup. Voilà, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire pour le spectateur, le discours qu'on vend au spectateur, c'est cette idée que finalement, on est bon, on est vertueux parce que c'est nous. Eux, ils sont vicieux parce que c'est eux. Et tant pis pour eux. Et la victoire d'Endgame, c'est littéralement un génocide. Ouais. Et je suis pas certain qu'un génocide soit plus enviable que... Enfin voilà, bref. On n'est pas ici pour refaire Endgame. Il y aurait des trucs à dire, mais c'est... Il y aurait des trucs à dire, mais justement, c'est cette question du refoulement qui est posée par Suzume, justement. Au contraire, dans Suzume, le refoulement participe du problème, quelque part. Ouais. Il est la source, littéralement la source des problèmes, ouais. Et justement, l'issue que propose Suzume, c'est de vivre, ok, mais de vivre avec. Ça implique tout dépend de ce qu'on met dans le vivre, et tout dépend de ce qu'on met dans le avec.
Là où Endgame, c'est plus enfin, la doxa américaine, en tout cas de la récupération des traumatismes dans le grand spectacle, c'est plus du vivre malgré ou du vivre sans. Ouais. Voilà, c'est plus comme ça que je le perçois, en tout cas moi. Et c'est là-dessus que c'est ce qui fait, je trouve, tout le côté précieux de l'animation japonaise en tant qu'alternative culturelle en termes de discours, mais aussi tout le caractère précieux de Shinkai et de Suzume, à plus forte raison, dans le paysage actuel. Moi, je me souviens que ça m'avait énormément choqué, Les Enfants du Temps, parce que j'avais vu le film à l'avant-première à l'époque. Et j'avais pu poser une question à Makoto Shinkai, parce que dans Les Enfants du Temps, tu as justement ce refus du sacrifice. Et on sortait d'un été, de l'été de Greta Thunberg, on avait eu une canicule à Paris, c'était monstrueux. Enfin, on commençait vraiment à voir des véritables conséquences climatiques très fortes. Enfin, c'est l'été où je pense qu'il y a eu un déclic, l'été 2019, un déclic chez beaucoup de gens. Et je me disais, je lui posais la question comme ça, c'est est-ce qu'on peut penser à la planète et vivre pour soi, ce qui est clairement une question qui est posée par le film. Et pour moi, Les Enfants du Temps, en première lecture, je le voyais que c'était un film très immature, dans le refus justement du compromis et du sacrifice avec la nature. Et finalement, sa réponse c'était si on refuse de vivre, on peut pas vivre avec, parce qu'on vit plus en fait. Et si on se dépossède enfin, c'est ce qu'il disait, c'est avant de vivre pour les autres, il faut vivre pour soi, parce que sinon on peut pas agir pour les autres en fait. On se condamne à une forme d'impuissance résignée, si j'extrapole sa réponse, on se condamne à une forme d'impuissance résignée, et où finalement on ne vit plus, on ne fait que subir en fait. Et dans Suzume, je vois là où il voulait en venir, c'est cette idée que plutôt que de refuser sa propre vie, en fait, plutôt que de refuser sa propre vitalité dans un refoulement, il faut bien plus intégrer cette composante environnementale qu'on peut pas contrôler en fait, mais l'intégrer comme faisant partie de soi, et vivre avec, mais vraiment vivre avec ça. La conclusion des Pour... Enfants du Temps est complètement là-dessus. Ouais. Et pour le coup, là-dessus, c'est là que ça boucle aussi avec ce qu'on disait sur la condition féminine. C'est un truc dont est un peu prisonnier le cinéma occidental, à mon avis, une fois encore. C'est que finalement, à trop vouloir, en fait, c'est très difficile pour le cinéma occidental actuellement, à trop vouloir, américain pour le coup, mais à trop vouloir nourrir sa propre mythologie, on réessentialise des choses. On s'empare d'enjeux matériels, concrets, sociétaux, mais en voulant réessentialiser par-dessus, ce qui est fait par le trope du super-héros, avec typiquement Black Panther, avec Captain Marvel, avec etc. Et c'est dommage, parce que pour le coup, je trouve que à essentialiser, on dépolitise des enjeux, on les déréalise quelque part, et on les abstrait de tous leurs enjeux. Au final, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. On les dissout dans une espèce de soupe qui est bonne à vendre des McDo, quoi. Même s'il y a des placements de produits aussi dans Shinkai, mais... Bien sûr, mais je ne suis pas certain qu'un personnage comme Black Panther, si vraiment il vit dans sa chair l'oppression du peuple noir à travers le monde, il porte sur ses épaules justement une certaine histoire de l'esclavage et de la traite des hommes, je suis pas certain qu'il approuve un génocide pour résoudre les enjeux d'Endgame, tu vois. Sauf que dans le cas de figure, la question se pose pas en fait. Non, il s'est accepté parce que c'est comme ça, quoi. Parce qu'on déracine la dimension humaine on refuse, on déracine ces personnages pour qu'ils deviennent des pures abstractions auxquelles on fait dire un peu ce qu'on veut en fonction de la mythologie qu'on a envie de défendre, quoi. Et pour le coup, chez Shinkai, et j'en finis là-dessus, chez Shinkai, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il y a un refus de l'essentialisation de l'humain. Et pour autant, on va pas nier le caractère intemporel des mythes et la vie propre qu'ils ont, précisément parce qu'on est dans un cinéma animiste, et donc il y a une interaction entre ces deux degrés de lecture qui s'excluent pas en fait. Oui, et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de hiérarchie non plus entre les divinités. Enfin, il y a une espèce de... Ça, c'est propre à l'animisme, qui est vraiment l'idée de... Tout est traité sur le même plan, ou en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie entre des choses qui, finalement, font partie du même monde. Si je peux expliciter un peu mon idée, c'est qu'il va traiter de la même manière une entité mythologique comme le ver ou une divinité comme Daijin, d'un Big Mac qui est clairement un placement de produit, d'un petit détail dans un arrière-plan d'un de ses
panoramas ou d'un de ses environnements. Enfin, il y a vraiment cette idée que tout ce qui fait partie du monde est source de sacré, source de beauté, et donc ne doit pas être séparé ou hiérarchisé. Il y a quelque chose de véritablement d'apologie en fait de la vie, du réel, de la matière, du monde, qui chaque matière porte en elle la possibilité du sacré et du divin. Et donc cette idée-là, elle fait qu'il y a un regard véritablement fasciné et bienveillant sur les choses, quoi. Alors que tout le monde sait quand même que tout en haut de la hiérarchie, s'il fallait en faire une, il y aurait le 280 et non pas le Big Mac. Hein. Ça me paraît très important C'est une de belle rappeler conclusion, à ce stade, ça, mon cher à ce Karel. stade de l'émission. Voilà. Bon, je pense qu'on peut conclure. Ouais, on va passer au reco. On passe au reco. Les recos, donc bon, après le 280, Olbius, je te laisse la parole pour tes recos du mois. Ouais, pas de placement de produit dans ma reco, mais on reste dans l'animation japonaise. Avec un film qui m'avait totalement subjugué la première fois que je l'ai vu il y a quoi 2-3 ans, que j'ai revu depuis, j'ai acheté même le Blu-ray quand il est ressorti en France. C'est Millennium Actress de Satoshi Kon. Je sais pas trop pourquoi j'ai pensé à ce film. Je voulais rester dans le registre de l'animation et vous recommander un film qui m'avait beaucoup plu. J'ai hésité avec Perfect Blue, mais je crois qu'en fait mon préféré de réalisateur Satoshi Kon, c'est Millennium Actress. Je vais vous résumer ça simplement par une des phrases que le producteur du film avait prononcées au moment de la préparation. C'est « Faisons un film qui ressemble à un trompe-l'œil ». Bon, Satoshi Kon dit allez, let's go. Et c'est à ce moment-là qu'il a l'idée du film, qui est donc l'idée d'une vieille femme qui était considérée, enfin qui était une grande actrice dans sa jeunesse, et qui raconte son histoire, l'histoire de sa vie, à des journalistes qui viennent recueillir ses paroles. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle parle d'elle et de sa biographie, ses souvenirs vont se mêler, s'embrouiller, et les différents rôles qu'elle a pu jouer dans les films vont se mêler avec son passé pour créer une espèce d'histoire sans dessus-dessous, mais qui en même temps renvoie à des éléments très humains. Et je trouve qu'en fait, ce qui est absolument génial, c'est que la matérialité des mots et des souvenirs devient quelque chose de visuel. Comment il arrive à animer et à incarner visuellement des éléments qui sont de l'ordre du souvenir, comment l'immatériel devient concret en fait. Et c'est aussi un film sur la richesse de la vie humaine, sous tous ses aspects, aussi bien dans l'art que dans l'amour, que dans la famille, que dans les relations humaines, l'amitié, etc. Il y a quelque chose de véritablement solaire dans ce film. C'est vraiment un magnifique film qui, en plus d'être très très beau et particulièrement touchant, est juste brillant sur le plan de sa mise en scène et sur le travail sur le montage. Enfin, je trouve que c'est un film absolument remarquable sur tous les aspects. Donc je vous le recommande vraiment chaudement. Et si vous ne connaissez pas le réalisateur, donc Satoshi Kon, qui est quand même malheureusement décédé depuis, mais qui est quand même assez connu dans le monde de l'animation japonaise, découvrez ses films, et absolument tous ses films sont intéressants. Donc foncez, Millennium Actress, c'est probablement mon préféré, mais si vous ne connaissez pas, vous allez vraiment vous régaler avec l'œuvre de ce monsieur. Voilà. Ouais, non, vraiment, merci pour cette recommandation, parce que c'est vrai que... Alors moi, je pense que le parallèle avec Suzume, il se fait tout seul, parce qu'on parle quand même de l'histoire d'une femme, oui, en de plus. différentes étapes de sa vie, et la figure centrale du film, c'est une clé. C'est juste. Voilà, donc peut-être que, voilà, il y a des parallèles à faire, mais ce n'est plus le moment d'en parler, donc pour ça, il y a le Discord, les amis. Pour ma part, je vais vous recommander, pareil, quelque chose qui vient du secteur du Japon, mais peut-être pas de l'animation, plutôt le manga. Je vais vous parler de Chainsaw Man, que j'ai rattrapé après le visionnage de Suzume. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit bain de Japon. Et donc j'ai enfin j'ai emprunté le coffret de toute la partie 1 de Chainsaw Man à la copine d'un pote de mon petit frère. Voilà, vous avez toute l'histoire. Et que dire, c'est fantastique. Voilà, j'avais lu le tome 1 à l'époque. C'était la dernière trace du monde d'avant, ma dernière soirée presse avant le Covid. mais voilà, c'est édité chez Crunchyroll. C'est un manga de Tatsuki Fujimoto. On suit l'histoire de Denji, qui est un peu un chien de la casse, on va dire ça comme ça, qui chasse des démons avec un petit chien en forme de tronçonneuse qui s'appelle Pochita.
pour rembourser un prêt faramineux, les dettes faramineuses de son père. Et en fait, un jour, il va se faire tuer par des démons, justement. Et non, oui, il va se faire tuer par des démons. Et il va passer un pacte avec Pochita pour que Pochita remplace son cœur. Et il va devenir, voilà, il va ressusciter, il va devenir mi-homme, mi-tronçonneuse. Donc Chainsaw Man, il va il va être récupéré par une milice qui combat les démons. Et il va être intégré il va être embrigadé, on va dire ça comme ça, je pense que le mot-clé c'est embrigadé, par des gens qui lui promettent le minimum syndical, c'est-à-dire de la tartine de la confiture sur ses tartines, pardon, et fréquenter des jolies nénettes. Et en fait, c'est un manga qui, derrière la bêtise de son pitch initial, à savoir un personnage qui va tronçonner des zombies et des démons pour pouvoir toucher des seins, eh bien, va parler de, tout simplement, comment est-ce qu'on est écarté de notre humanité par l'instrumentation de notre propre désir, jusqu'à quel point est-ce qu'on gagne à être embrigadé dans une cause, et quitte à s'oublier soi-même, en fait. Et je trouve que c'est vraiment un manga qui nous parle beaucoup, qui a beaucoup de choses à dire sur notre époque, qui s'inscrit évidemment dans la filiation de ce qu'avait fait Hideaki Anno sur Evangelion, mais qui, derrière tout le côté métatextuel, métacritique, reste une œuvre fondamentalement expérimentale à plein de niveaux, où tu sens que Fujimoto expérimente des nouvelles compositions de pages. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. T'as notamment un découpage complètement fou où il va décapiter une horde de zombies, et en fait, tu vas avoir la case du bas, ça va être les bustes. Toutes les têtes vont s'élever et vont délimiter la première case de la page et la deuxième. Enfin, ça fait des compositions complètement folles. Et t'as vraiment des pures idées de dessin. Et un truc vraiment fou aussi, c'est à quel point il gère le volume. C'est magnifique à regarder. Donc franchement, Chainsaw Man, grosse reco. Et c'est un manga où je pense qu'il est loin d'être aussi bête qu'on ne pourrait le penser en première lecture. Et c'est édité du coup d'abord c'était édité chez Kaze, maintenant chez Crunchyroll. Maintenant, Voilà, donc vous avez c'est en cours de parution, 12 tomes sortis, et on commence le deuxième arc, donc c'est pile poil le moment pour rattraper. Et ma deuxième reco, c'est la discographie de Swans, qui est un groupe de rock expérimental, de post-rock, on va dire ça comme ça, que j'ai écouté en lisant Chainsaw Man. Et donc il s'était fait connaître, il s'était fait reconnaître par nous, notre génération, par leurs deux albums The Seer en 2011, si je dis pas de bêtises, et To Be Kind en 2014. Mais voilà, c'est un groupe qui remonte aux années 80, et donc du coup qui a eu plein d'étapes différentes dans son son. Et comment dire, c'est hypnotique. C'est vraiment... c'est une formation qui évolue autour de Michael Gira, qui est un chanteur extrêmement torturé, qui a une voix vraiment de bluesman un peu fracturé et tout, mais avec en même temps des ondulations très chamaniques. Et tu vas avoir des morceaux complètement fous, notamment un morceau qui s'appelle Bring the Sun dans l'album To Be Kind, qui dure 35 minutes. Et littéralement, c'est 35 minutes où le gars il hurle Bring the Sun comme ça, en faisant saturer et tout. Ça a l'air parfait pour Chainsaw Chainsaw Man, ça. Ouais, c'est vraiment un truc de fou. Et à côté de ça, tu vas avoir des moments très atmosphériques, très aériens. Voilà, donc franchement, c'est une grosse recommandation. Alors commencez peut-être pas par To Be Kind, parce que c'est un album très radical, mais je vous recommanderais plutôt The Great Annihilator, qui est un album qu'ils ont fait en 98, qui est très varié, qui est peut-être l'un des plus accessibles, avec également White Light, From the Mouth of Infinity, qui est un album de 91, qui aussi est très varié, et peut-être mon préféré avec le recul. Mais voilà, donc un groupe très large, très ample, avec énormément de sonorités différentes, et qui gagne vraiment à être découvert, et voir pourquoi pas en même temps que la lecture de Chainsaw Man. Oui, bah, ça m'a l'air d'être parfaitement adapté à la lecture, ouais, effectivement. Voilà. T'as pas vu l'animé du coup de Chainsaw Man? Parce que je sais qu'il a été adapté en animé. J'ai commencé et j'ai trouvé l'épisode 1 pas ouf. Tu préfères en fait, le manga, tu trouve, conseilles plutôt le manga du coup. Je conseille plutôt le manga parce que je dis pas ça parce que le manga est plus cru dans tout ça, mais surtout parce que le manga a une façon de chorégraphier l'action qui est beaucoup plus minimaliste. C'est-à-dire vraiment, c'est plutôt que d'avoir des tatanes à répétition, tu vas plus savoir, c'est comme Berserk, une grosse double page d'accord. avec une composition de malade, Ouais, ça c'est dingue. et après on enchaîne, tu vois.
Et après, tu vas avoir le coup d'épée décisif qui fait avancer l'action, mais on va pas s'apesantir sur une baston qui va durer 50 pages. c'est pas Dragon Ball, quoi, tu vois, c'est pas 5 minutes et puis en fait c'est 5 tomes. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas ça, c'est plus là où dans l'animé, évidemment, vu que le format animé oblige à montrer beaucoup plus, à décomposer l'action, etc. Du coup, tu vas avoir les fameux il se prend un coup de pied dans le ventre, il se retrouve projeté contre une paroi, etc. Enfin voilà, t'as beaucoup plus comment dire, tu étires beaucoup plus l'action et les tatanes, et le tout avec une CGI qui certes est bien intégrée, mais dénature le côté aussi très brut de l'anime. Très brut, voilà, la singularité de l'ancrage de Fujimoto, et enfin, dernière chose, il y a aussi, je trouve, un côté beaucoup plus il y a un lâcher prise dans l'expérience de la lecture de Fujimoto, parce que tu sens que Fujimoto teste un peu les limites de ce qu'il est capable de faire aussi à chaque nouveau chapitre, à chaque nouveau volume, et je trouve que ça crée un vertige dans la lecture qui fait que même il y a un emballement autour de l'épisode des volumes 9, 10, 11 qui m'a un peu rappelé le volume 5 de Devilman à pas mal de niveaux aussi, ce côté de Gonagai, justement cette accélération brutale du récit, et avec justement des compositions de pages qui vont limite défier la logique même de l'œuvre et te faire vriller un peu. Enfin, je trouve que tu as vraiment des moments comme ça qui sont vertigineux. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Parce que du coup, moi, je connais pas le manga Chainsaw Man, mais j'ai lu récemment un one-shot de Fujimoto qui s'appelle Adieu Eri, qui est beaucoup plus sur le cinéma et justement la capacité du cinéma à pardon, je tape dans mon micro, à nous embrouiller. Enfin, il y a vraiment une réflexion assez dingue sur le pouvoir de fascination et de manipulation des images. Et en fait, il arrive à retranscrire ça dans le découpage de son manga, qui est vraiment fascinant, et je vois totalement ce que tu veux dire. Ça me donne très envie de lire Chainsaw Man, du coup. En tout cas, voilà, c'est une reco, et aller plus loin que le pitch. Et si vous doutez de ça, il y a le Tropper qui a fait une très bonne vidéo sur justement la question du désir dans Chainsaw Man. Donc voilà, il s'intègre dans mes recommandations par la fenêtre. Mais bon, c'est très bien. C'est un travail que je vous recommande. C'est une très bonne chaîne au demeurant. Voilà. Super. Merci beaucoup, mon cher Karel, pour toutes ces belles recommandations. Je m'en vais de ce pas acheter le premier tome à la librairie du coin. Non, mais sans déconner. Il y a eu un réassort des coffrets prestige de la partie 1 de Chainsaw Man sur Amazon en ce moment, donc c'est à 100 balles, allez-y. Ah, t'as toute la première partie, les 12 tomes. T'as toute la première partie avec plus un ex-libris et des petites cartes que tu peux du coup ajouter aux cartes que je vois derrière toi sur ta webcam. Voilà, par exemple. Ah, ça m'intéresse du coup. Voilà, ou puis si vous avez un pote fan de manga dont c'est l'anniversaire bientôt, n'hésitez pas non plus, ça peut faire un très beau cadeau. Super. Voilà, et je dis pas ça pour moi parce que moi je suis né en décembre, donc ça ne me concerne pas. C'est tout pour ce numéro, c'est déjà pas mal. Cool. On vous fait plein de bisous. Merci Pierre. Merci à toi pour le choix de ce sujet. Je suis très heureux d'avoir pu revisiter le cinéma de Makoto Shinkai à tes côtés. De même. Pour le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire, amis auditrices, amis auditeurs. N'hésitez pas à mettre votre like sur YouTube, à partager l'émission, à commenter évidemment, y aller de vos commentaires sur vos ressentis sur Suzume, sur l'œuvre de Shinkai en général, évidemment, ou même sur la place qu'occupent les thématiques soulevées par Suzume dans le paysage culturel plus global. Voilà, il y a de quoi dire. Et il y a clairement de quoi dire, mais on rappelle qu'on est aussi là pour ça, de réinscrire les œuvres dans leur contexte. C'est aussi ça, cartographier l'imaginaire pop culture. Et donc évidemment, ce travail se fait dans les commentaires, se fait également sur le Discord, se fait sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à parler de nous autour de vous, à mettre les petites étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour notre visibilité. Ça nous fait on dit du pas référencement et tout, c'est indispensable. Ouais, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Et puis on se donne rendez-vous peut-être pas le mois prochain, voilà. Enfin, j'espère avoir des résultats positifs pour le CAPES, puisque j'ai les résultats demain matin. On croise vraiment les doigts, et de toute façon, sachez qu'on sera de retour le plus tôt possible. On fait vraiment au mieux pour vous fournir des épisodes. Et en tout cas, on se revoit de l'autre côté du Stunfest, où vous pourrez peut-être croiser Pierre, et n'hésitez pas à le saluer
mais à ne pas le harceler quand même, parce que bon, il se repose. C'est une semaine où tu vas te reposer, parce que je crois pas que jour de play sera présent. Non, c'est après, justement, Ouais. la première sera donc la semaine suivante. Donc Ok. je dois bosser avant et après, le Stunfest, ce sera le week-end de break. Voilà. Très bien. Très bien, très Merci bien. à toutes et tous, en tout cas. On vous fait des gros bisous. Bah, merci à vous. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, salut!